On va maintenant parler du modèle de boîte. Je vous invite à ouvrir la seconde leçon, modèle de boîte. Alors, on a une représentation juste ici, le modèle de boîte. Je vous en avais déjà parlé précédemment, avec la boîte de contenu, la boîte de padding, la boîte de bordure, et la boîte de margin de marge. Donc, information générale, chaque élément d'une page web est représenté sous la forme d'une boîte en CSS. Cette boîte est composée de plusieurs boîtes imbriquées les unes dans les autres. En partant de l'extérieur vers l'intérieur, il y a la boîte des marges, bordure, remplissage et du contenu. Ce modèle est très pratique et simple à comprendre, mais il y a des comportements à prendre en compte afin de prévenir certains bugs. On va parler d'une chose complexe. En premier, on va parler de box sizing. Ça fait partie des propriétés un peu dures à comprendre et dures à définir et expliquer aussi. Pour moi aussi, c'est assez dur de vous expliquer tout ça. On peut rester là-dessus. Donc la propriété box sizing définit comment le changement des hauteurs et des largeurs avec des valeurs définies autres que auto, min, max, fit content. Donc avec des valeurs définies, j'entends des pixels par exemple ou des pourcentages, affectent une boîte. Donc quand vous allez donner width 200 pixels, comment ça va affecter cette boîte en question ? Entre guillemets, cet élément en question. La propriété définit comment le changement des hauteurs affecte une boîte. Oui, parce que vous allez voir que ça affecte une boîte en particulier, mais entre guillemets, comment ça affecte un élément aussi, même si le terme boîte va être plus approprié ici. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? La valeur de box sizing est content box par défaut. Content box, qu'est-ce que c'est ? C'est la boîte de contenu, c'est la boîte bleue ici. Donc en fait, par défaut, quand vous allez donner 200 pixels à un élément, c'est cette boîte de contenu qui va prendre 200 pixels. Parce que c'est content box, c'est la boîte de contenu. Une width sera appliquée à la boîte de contenu de l'élément. Si on veut donner une largeur de 200 pixels à la partie visible de l'élément, qu'est-ce que c'est que la partie visible ? En fait, c'est le contenu, plus potentiellement le padding, plus potentiellement les bordures. C'est ça toute la partie visible. C'est pour ça qu'ici, je vous ai fait une boîte qui a à la fois donc le contenu, à la fois du padding et à la fois des bordures. En fait, c'est ça tout ce qu'on voit. Les marges, on ne les voit pas. C'est pas visible. Il n'y a pas de couleur aux marges. Mais tout le reste, il y a finalement un côté visible. Donc, si on veut donner 200 pixels à toute la partie visible, il faut faire 200 pixels moins le potentiel padding, moins les potentiels bordures. Ce qui est très peu maintenable, parce que déjà le calcul est assez fastidieux, parce qu'il faut compter à chaque fois les paddings gauche-droite, les potentiels bordures gauche-droite, parfois même il y a juste une bordure d'un côté, etc. Et en plus, ça peut changer suivant les largeurs d'écran, suivant le responsive et compagnie. Bon, c'est quand même pas maintenable du tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de faire qui fait que, lorsque je donne 200 pixels à un élément, c'est toute la partie visible qui prend 200 pixels, donc des bordures, finalement de la bordure gauche et la bordure droite ici, avec la boîte de contenu qui va rétrécir suivant la présence de padding et de bordure. En fait, l'élément flexible, ce sera la boîte de contenu. Si je donne 200 pixels, ça donne à tout ça, de gauche à droite. Et c'est ceci, le bleu, qui va se réduire potentiellement. Et donc, c'est la valeur la plus utilisée, la plus appréciée, qui est border box. Border box. Pas content box, mais border box. C'est-à-dire qu'au lieu de donner une largeur à ceci, et de devoir faire des calculs fastidieux en prenant en compte ensuite les bordures, les paddings, etc., on prend directement tout en compte. Car on donne une largeur à la border box. Donc 200 pixels à partir de ça. Et la valeur flexible, en fait, va être au milieu, va se rétrécir ou s'agrandir, donc la boîte de contenu. Donc tout ça jusqu'à un certain point, évidemment, si vous mettez un padding immense et que la boîte de contenu ne peut plus se rétrécir, eh bien, la largeur de l'élément complet va quand même être supérieure à ce que vous avez donné. Bon. Mais sinon, c'est beaucoup plus pratique, en fait, pour intégrer, pour créer des éléments, etc. Et il n'y a pas tous ces calculs bizarres à prendre en compte. C'est pour ça que vous voyez ça dans les resets, de manière générale. Qu'est-ce que c'est qu'un reset ? Ça permet de mettre à zéro certaines propriétés, de remettre à zéro certaines propriétés, de partir sur de bonnes bases. Donc tout ce qui est reset et normalization, vous avez ce genre de choses, vous voyez, avec box sizing, quoi, border box, comme ça dès que je change une largeur, etc., eh bien, tout ça est pris en compte. Ok, donc exemple, on est où ? Oups, on est ici, notre petit exemple, box sizing. Donc on a un content box ici et border box, ok ? Donc border box, content box prennent width 250 pixels, height 50 pixels, une couleur, etc. Donc de base, ici, ils vont avoir, alors si je dis pas de bêtises, vu que je l'ai mis dans le style global, à mon avis, ils ont border box ici. Donc les deux de base ont border box. Donc là, je vais mettre box sizing content box pour faire le test. Et box sizing border box, comme ceci. Et là, on voit que malgré les mêmes propriétés, les mêmes valeurs,
le résultat est différent. J'ai une box qui va vraiment faire 250 pixels de large dans sa partie visible ici. Et j'en ai une qui va pas vraiment faire ça. Pourquoi? D'après ce qu'on a vu précédemment. Parce que là, ça a donné 250 pixels de large au contenu, à la boîte de contenu, et ensuite, on a eu à gauche et à droite le padding, et à gauche et à droite les bordures. Là, ça prend en compte le padding et les bordures, et ça réduit la boîte de contenu pour que ça puisse s'adapter autant que faire se peut, tant qu'il n'y a pas de dimensions de bordure et de padding, etc. qui sont trop grandes. Si j'avais mis 2500, bon, évidemment, là, ça aurait donné quelque chose d'immense, mais sinon, ça s'adapte. Donc ici, je sais que j'ai du 250 par 50. Vous voyez, 250 par d'ailleurs 59, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, finalement, regardez ici, on voit la boîte de padding. En haut et en bas, on a 25, ça fait 50. Et on a au-dessus des bordures. Donc en fait, ça fait plus de 50. Donc finalement, la hauteur est déjà un peu plus haute. Donc on pourrait mettre 100 pixels pour vraiment avoir un exemple fonctionnel. Voilà. Donc là, on est sûr d'avoir du 250 sur 100. Parce que, eh bien, les boîtes de padding et les boîtes de bordure ne sont pas plus grandes que le contenu qu'on a juste ici. Que le contenu qu'on a donné via la hauteur et la largeur. Bon, ceci est c'est quelque chose d'un peu complexe. Et puis bon, une fois que vous avez plus ou moins compris ça, la seule chose à faire, entre guillemets, c'est de rajouter, comme je vous l'ai dit, dans un reset, ce genre de choses. Juste ça, hein, c'est tout. Après, une fois que vous avez compris que la largeur que vous donnez va prendre en compte le padding et les bordures, c'est bon. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas simple à expliquer, c'est pas simple à comprendre aussi quand on débute. Mais c'est comme ça. Ok, on peut continuer. Le cafouillage des propres raccourcis. Donc, il existe de nombreuses propriétés raccourcies en CSS, shorthand properties. Elles peuvent certes permettre de réduire la taille du code, mais elles sont également un terreau favorable à la création de bugs, notamment en annulant des propriétés déclarées plus tôt. Donc là, c'est vraiment un bug classique, pour le coup très simple à comprendre. Vous avez du padding, etc. Et par exemple, si je mets padding 20 pixels, on va dire, juste ici, eh bien, ça va passer au-dessus de tout le reste, en fait. C'est une shorten property qui va passer au-dessus de tout le reste. Et donc, ça peut créer un bug, en fait. Si, bon là, évidemment, c'est assez explicite, mais si vous avez un padding top à un moment donné, puis, en fait, vous déclarez en dessous padding un petit peu plus loin, ça va passer au-dessus. Et donc, ça va pas exactement faire ce que vous souhaitez. Ensuite, on a top left, right, bottom. Oui. C'est ça que je voulais vous montrer ici. Donc là, je vous fais tout de tête, hein, c'est pour ça que je réfléchis aussi en même temps. Donc là, on a top left, et là, on a right bottom. Donc là aussi, ça peut passer au-dessus. Hein. Ça peut passer au-dessus. Vous voyez, cette propriété va passer au-dessus de ce genre de choses. Donc là, on a padding 10 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et là, on a 0 en haut et en bas, 10 à gauche et à droite. Et donc, en fait, on n'a plus de hauteur. On n'a plus de hauteur, sachant que le contenu de cet élément était basé seulement sur le padding ici. Il n'y avait pas d'autre contenu, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de hauteur-largeur définie. Donc, ça fonctionne pas. Et si je viens en dessous faire un padding top 50 pixels comme ceci, tac, on voit que je viens repasser au-dessus de mes propriétés juste là. Donc en fait, c'est la dernière propriété déclarée qui va l'emporter juste ici. Donc on a bien un padding top juste là, sachant que ça a annulé le padding top ici de la shorthand property, mais ça n'a pas annulé le padding right et padding left. Donc vous voyez, c'est simple à comprendre, mais ça peut, quand on est fatigué, quand on fait pas trop attention, on peut avoir ce genre de bug. Donc il faut faire attention aux shorthand property, vu qu'elles vont gérer souvent les mêmes valeurs, et donc elles peuvent passer au-dessus, ce qu'on appelle override en anglais, vous allez voir ce terme assez souvent. Voilà. Donc ensuite il y a les logical properties, donc ce sont les nouvelles propriétés dont je vous avais parlé, avec inline size qui était la width. Il y a aussi padding inline par exemple, si je mets 20 pixels, c'est le padding à gauche et à droite, suivant l'ordre de lecture, le writing mode. Donc à gauche et à droite quand on lit de gauche à droite, mais de haut en bas quand on a le writing mode qui est de haut en bas. Voilà. Ça, encore une fois, les writing modes, on les utilise seulement si on veut faire des sites multilingues, multi-writing mode. Bon, ça arrive pas très très souvent. Mais c'est pour vous dire que ce padding inline, du coup, est passé au-dessus du reste. Lui aussi, il peut override. Lui aussi, attention. Il est passé au-dessus de... donc, on a inline start et hand... Non, inline start, oui, c'est sur l'axe X. Donc, normalement, on a 20. Oui, on a 20 juste ici, mais ça l'a pas strike ici, ça l'a pas surligné là, ça l'a pas barré. Vous voyez? Donc, sachez aussi que, si je dis pas de bêtises ici, oui, on a bien, regardez, on a bien 20 là.
Je pense qu'on a découvert ensemble un bug de console. Attendez, on va le faire ensemble. Donc on a bien 20 là. Si je mets, je sais pas moi, si je mets 50 ici, ça va être encore plus explicite. On a bien 50. 50 qui vient directement de ceci. Et vous voyez que ça l'a pas barré là. Pourtant, ça vient l'override entre guillemets. Donc, sachez que les DevTools ont été connus dans le passé pour avoir certains bugs. Voilà. Mais encore une fois, attention, soyez humble, c'est vous qui buguez en premier, c'est vous qui avez fait l'erreur en premier. Mais sachez que oui, les DevTools parfois ont des petits bugs comme ça. Là, ils auraient pu raturer, je pense, les propriétés annulées, sachant que Padding Inline fait ça. À mon avis, c'est vu que les Logical Properties sont assez nouvelles, ça ne l'a pas fait ici. Vous pouvez aller dans Computed, qui représente les valeurs utilisées, vous cliquez sur Show All ici, pour montrer toutes, et vous faites Padding, et regardons à Padding Left. Et là, par contre, vous pouvez avoir tous les endroits d'où ça peut venir, mais encore une fois, padding right, j'ai 50 et 50, mais ça ne le montre pas ici. Assez intéressant. À mon avis, ce sera fixé plus tard. Peut-être que vous ne le voyez pas, si vous suivez mon cours, évidemment, dans le futur. Peut-être que vous, ce sera écrit. Voilà. Donc voilà, juste faire attention. Il faut faire attention. Padding, c'est la même chose avec les marges, évidemment. Donc si je fais margin top 50, puis margin 200, je passe au-dessus. D'accord? Donc là, c'est margin 200 qui est pris en compte. Et c'est la même chose avec les bordures. Donc si je mets border top 10 pixels solid blue, hop, on a du bleu juste là. Peut-être light blue, comme ça. Et ensuite, si je mets border, allez, soyons fous, 50 pixels dashed. Ça va pas être joli, mais gold. On avait quasiment le drapeau de la Suisse, là. Quand on avait ça, bref. Dashed gold. Ah oui, le dashed en immense, justement, donc dash ça veut dire pointillé. Eh bien, ça va pas vraiment fonctionner. Donc, il faut des petits pointillés, peut-être 5 pixels ici. Voilà. Donc, c'est passé au-dessus du border top. Vous voyez que le border top ne fonctionne plus. Et là, je pourrais rajouter une fonctionnalité, une spécificité supplémentaire avec important. Et maintenant, il fonctionnerait. Donc, attention à tout ça. On a aussi toute une leçon sur la spécificité, donc vous inquiétez pas pour ça. Allez, la leçon ici est assez longue, je pense. On va pouvoir passer à la suite dans la prochaine vidéo. Faites une petite pause si vous en avez besoin, sinon on peut continuer.